Bonsoir à toutes et à tous. On reçoit ce soir, dans le cadre de la France à l'UQAM, Jean-Max Collard, critique d'art, commissaire d'exposition et responsable du service de la parole du Centre Pompidou, et Jean-Pierre Richer, directeur du service de la recherche et de la création à l'UQAM. Alors, si cette discussion a lieu ce soir, c'est parce que l'UQAM entretient depuis 2017 maintenant un partenariat avec le Centre Pompidou, dont est responsable Jean-Max. Et voilà, il y a eu beaucoup d'événements, 4 MOOC, et d'autres, le Campus des Liens, qui est une extension donc, du Parlement des Liens aussi, un événement qui a eu lieu à Pompidou. Donc il y a un travail de collaboration extrêmement étroit depuis plusieurs années, on en est absolument ravis. Mais là, ce soir, on va donner davantage la parole à Jean-Max, et c'est Jean-Pierre qui va nous le faire découvrir en fait ce soir à sa manière. Donc tout de suite, je vous cède la parole. Il sera surtout question de parole, justement, je Oui. crois bien. Et encore merci à vous deux. Très bien, merci, professeur Knocker. Véronique, on va peut-être s'appeler par nos prénoms, ça va être plus sympa. Bonjour Jean-Max. Bonsoir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est vu, c'est très plaisant de te revoir, de vous revoir. Vous êtes responsable du service de la parole à Pompidou, au Centre Pompidou. Il y a une expression en québécois qui se dit de la manière suivante: qu'est-ce que ça mange en hiver? Alors, qu'est-ce que le service de la parole du Centre Pompidou, s'il vous plaît? Alors, bonsoir Véronique, bonsoir Jean-Pierre, merci beaucoup de cette invitation nouvelle et qui continue en effet les bons échanges et les collaborations que nous avons entre le Centre Pompidou et l'UQAM. Alors en effet, le service de la parole, je dois dire, c'est un intitulé assez extraordinaire. Et quand je dis voilà, que je suis responsable, chef du service de la parole, même au sein des institutions muséales françaises, tout le monde me regarde avec un peu d'étonnement, en se disant aussi que c'est quand même un des plus beaux titres qu'on puisse faire dans l'administration culturelle, parce que c'est quand même pas mal. Alors, d'une manière un peu basique, au fond, le service de la parole, c'est le service qui est en charge de toute la de toute une partie, parce on n'a pas le monopole de la parole, mais on s'occupe d'une grande partie effectivement, de la programmation parlée du Centre Pompidou, c'est-à-dire au fond les débats, les conférences, les colloques, tout ce genre de manifestations qui accompagnent, voilà, qui font la vie aussi du Centre Pompidou. Et c'est un service qui est pas énorme, qui est doté de 5 personnes que j'ai sous ma direction. Mais en même temps, c'est, je dirais, un petit foyer du Centre Pompidou, parce que c'est aussi un département qui a son histoire, même si elle est assez peu racontée. Et je dirais que d'ailleurs, le nouveau président du Centre Pompidou, Laurent Lebon, veut lancer un programme autour justement de l'histoire du centre. Et j'espère qu'on y fera au passage l'histoire de ce service étonnant qu'est le service de la parole. Si je peux reprendre un peu l'histoire de ce service, alors j'avais envoyé un petit PowerPoint pour montrer des images un peu avant-courantes, peut-être qu'on peut éventuellement le partager. Mais il faut dire qu'au fond, dès l'ouverture du Centre Pompidou en décembre 1977, voilà, et on peut tout de suite aller à la slide suivante. Dès sa création en 1977, le centre s'est doté d'un service pour les conférences, d'un service de la parole qui s'intitulait, et c'est le titre qu'on voit sur la deuxième diapositive, c'est les revues parlées. Revues parlées et forum de société, c'était le titre historique de ce programme. Et la particularité des revues parlées du Centre Pompidou, eh bien, et par rapport aux autres institutions culturelles, c'est que, évidemment, d'un côté, notre mission, c'est d'accompagner les expositions, les manifestations du centre,
donc de faire des colloques au moment de telle ou telle expo, de faire des débats en lien avec les manifestations du centre. Bon, ça, c'est, je dirais, une partie de notre mission qui est importante, qui est l'idée de faire écho, d'être le porte-voix aussi, et de porter des paroles sur ce qu'on montre, en quelque sorte, et donc de donner des perspectives d'historiens d'art, de regard d'artistes, de regard d'écrivains sur les activités, notamment d'exposition et de manifestation du centre, ou évidemment de recevoir aussi les artistes pour inviter, pour les faire parler. Mais la particularité des revues parlées et du service de la parole aujourd'hui, puisque ça a été rebaptisé par mon prédécesseur il y a une huitaine d'années, une dizaine d'années, eh bien, c'est au fond que c'est aussi un programme indépendant. C'est-à-dire c'est une partie de la programmation qui ne doit rien, en quelque sorte, au reste des manifestations. Et donc, au fond, le service de la parole, c'est aussi un service qui programme à côté des expositions, à côté du cinéma, à côté des bibliothèques. C'est vraiment pleinement une instance de programmation. Avec l'idée qu'au fond, la parole, eh bien, c'est un espace de création, c'est le lieu de création d'idées, et puis on le verra aussi, c'est évidemment aussi le lieu de création de formes parlées, de formes aussi pour la parole, et au fond, là, on agit en toute indépendance. Alors, si on va sur la diapositive suivante, on va voir qu'une des particularités, ça, je crois que c'était avec Jean-Jacques Lebel, et on aperçoit d'ailleurs Édouard Glissant, on aperçoit aussi Allen Ginsberg tout à droite, on voit Orlan au milieu, mais on voit surtout toute une masse de gens, parce qu'au fond, un des grands lieux d'activité de la parole et des grandes manifestations qui ont pu avoir lieu dans les années 80 sous l'égide des revues parlées se déroulait justement dans l'espace public du forum du Centre Pompidou. Hein. Cette sorte de hall d'aéroport qui est devenu maintenant de nombreux halls d'entrée du musée, eh bien, pour le Centre Pompidou, c'était aussi une agora, c'était aussi un espace public. Et je dirais que cet espace public, il s'était un peu perdu. La parole, elle s'était un peu trouvée un peu réfugiée d'une certaine manière dans les salles de conférence. Et moi, j'ai fait une sorte d'effort pour remettre la parole dans les espaces publics du Centre Pompidou et pour investir tous les lieux du centre, tous les étages, le musée, évidemment, les salles d'exposition aussi. Et puis, évidemment aussi, ce forum qui est vraiment, qui m'est évidemment essentiel, parce que du coup, l'activité de la parole, elle est gratuite. C'est même, je dirais, la dernière instance de gratuité au sein du Centre Pompidou. Et c'est vraiment l'idée que, comme le Centre Pompidou a cette piazza imaginée par Renzo Piano et Richard Rogers en 1977 qui descend lentement vers le Centre Pompidou, eh bien, au fond, cet espace public de la piazza, hein, de cette place publique qui est devant le centre, eh bien, elle se continue à l'intérieur du centre. Alors aujourd'hui, avec les questions de Vigipirate, avec les attentats, tout ça, etc., il y a une clôture plus forte, il y a des gardiens qui fouillent vos sacs, tout ça, etc. Mais au fond, l'idée était aussi de faire revenir en quelque sorte cette dimension publique de la parole et de réinvestir les espaces ouverts, les espaces publics, le libre accès des lieux. Mais c'est vrai que les revues parlées, comme on le voit là, ont fait des manifestations absolument étonnantes. Je me souviens par exemple du monument pour Félix Guattari, le philosophe français, qui avait été fait par Jean-Jacques Lebel et qui s'était accompagné, comme on le voit, de grands événements. Eh bien, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le service de la parole dans les revues parlées, à leur création, ont été un des grands foyers pour une littérature expérimentale, notamment pour la poésie dans les années 80, à Paris, je veux dire. Ça a été le lieu vraiment de rassemblement. On a eu les soirées polyphoniques, on a vu évidemment les poètes comme Bernard Haitink. Voilà, ça a été toutes les semaines, il y avait 2 lectures de poésie dans cet espace-là. Et moi, j'ai eu à cœur aussi de faire revenir en quelque sorte ce programme poétique, parce que ça fait partie de l'histoire un peu oubliée d'un centre Pompidou qui évidemment tient aussi à sa pluridisciplinarité. Alors, si on continue encore un peu dans le PowerPoint et si on avance un tout petit peu, voilà, ça c'est par exemple Bernard Haitink, qui était vraiment une figure de proue de la poésie debout, etc. Et moi, j'ai créé le prix littéraire
j'ai eu la chance, au fond, de me rendre compte qu'en 40 ans d'existence du centre, il n'y avait pas de prix littéraire qui avait été créé. Et donc, on a créé le prix littéraire Bernard Haitink Centre Pompidou, qui est ce prix littéraire qui va récompenser des formes expérimentales de littérature, des formes ouvertes de création littéraire, notamment des créations hors du livre. Voilà, donc c'est pour vous dire si on a une marge de programmation, une marge d'indépendance, et si on continue encore dans nos diapositives, par exemple, on a cet élément tout à fait incroyable au Centre Pompidou qui s'appelle l'Encyclopédie des guerres, qui est menée par un critique d'art et un écrivain qui s'appelle Jean-Yves Joannet, et qui depuis 10 ans, depuis même plus de 10 ans, on était là même 11 ou 12 ans maintenant, et bien tous les mois, il fait son encyclopédie des guerres, c'est-à-dire il fait un livre où il y a des entrées de dictionnaire. Là, je crois qu'on en est à peu près à la lettre O. Voilà. Et donc, il y a des entrées de dictionnaire, ça peut être pétard, ça peut être mitraillette, voilà, ça peut être obus. Et de séance en séance, eh bien, il avance dans ce livre parlé, hein, dans cette encyclopédie performée, je dirais, qu'il tient depuis 10 ans. Et ça, c'est un programme qui est entièrement indépendant. Et je dirais qu'il y a quand même, à mon avis, il y a peu d'institutions dans le monde qui tiennent un peu la sorte de conférence depuis 10 ans, quoi, à raison d'un rendez-vous par mois, avec une ténacité, un public aussi qui est là présent. Et donc, ça montre bien, je dirais, comme exemple, à la fois la dimension tout à fait expérientielle de ce qu'on peut proposer, mais aussi la totale indépendance de programmation qu'on peut avoir par endroit. Voilà pour une première introduction, je dirais. Merci pour ce survol historique, Jean-Max. C'est fort intéressant et éloquent. Il y a un paradoxe qui s'installe dans vos propos, qui est celui peut-être plus contemporain de l'équilibre entre les questions de sécurité, mais l'ouverture à des débats publics. Vous en touchiez un mot il y a un instant. Est-ce que la vivacité ou la capacité de générer des débats de société au sein de votre institution est aussi ouverte et importante que déjà? En tout cas, au moment de mon arrivée, sur tous ces temps de travail, on a quand même fait une série de ce qu'on appelle les débats au centre, et qui sont donc des débats qu'on mène dans le forum et qui sont vraiment des débats de société où on reçoit à la fois des sociologues, aussi bien des philosophes, aussi bien des artistes et des écrivains pour discuter d'une question de société. On a fait un débat sur l'élection de Trump, un débat évidemment sur l'élection de Emmanuel Macron, un débat sur la Syrie, sur la situation de la Syrie et de la guerre civile qui mène en Syrie. Et je dirais qu'au départ, quand on a fait revenir ces débats de société, certaines personnes dans le monde culturel se sont un peu étonnées qu'on fasse un débat sur Trump, par exemple, au Centre Pompidou, qu'est-ce que ça venait faire là, etc. Et donc, il fallait se souvenir que ça a été vraiment le travail des revues parlées. Ça fait partie, je dirais, du Centre Pompidou que d'essayer de participer aux questions de société. On se souvient d'expositions très marquantes comme masculin-féminin, par exemple, qui était une exposition importante sur la question des genres, ou cette année, d'ailleurs l'an dernier, l'exposition Women in Art, les femmes dans l'art, qui avait cette dimension sociétale d'un rééquilibrage, je dirais, de la part des artistes femmes dans une histoire de l'art du XXe siècle. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de dire, mais peut-être que ce qui serait bien, c'est que le Centre Pompidou, et c'est le fait aussi d'une question qu'on peut poser à beaucoup d'institutions, que le Centre Pompidou se mette aussi au rythme et à l'agenda, je dirais, non pas de son propre agenda et de sa propre programmation, mais se mettre aussi, soit traversé en quelque sorte par les questions de société, et qu'au lieu d'être justement une enveloppe fermée qui fait son programme d'exposition, etc., et bien que parfois, je dirais, voilà, les questions qui nous traversent dans la société puissent faire aussi leur entrée dans le Centre Pompidou et puissent solliciter des regards. Et moi, je pense que c'est très important. Et d'ailleurs, ce qui est amusant avec ces débats au centre, c'est qu'ils ne sont pas inscrits dans le programme. C'est-à-dire, on les organise en 3 semaines, dans un rythme un peu journalistique, parce que c'est un peu des débats intempestifs. C'est des débats qui ont une certaine soudaineté
et puis qui doivent être dictés par l'actualité et non pas par notre programmation. Donc, c'est des débats qu'on n'anticipe pas, en quelque sorte, et qu'on se laisse un peu dicter par l'actualité, quand on voit aussi qu'il y a matière, au fond, à faire un débat qui peut être intéressant pour nous. Par exemple, on a fait un débat au moment de l'incendie de Notre-Dame, de Paris. On est à 400 mètres de Notre-Dame et on a fait un débat sur les interrogations qui touchaient dès le début à la question de sa rénovation. Est-ce qu'on allait faire des choix contemporains, des choix de rénovation anciens? Il y avait un monde vraiment, c'était un monde fou parce qu'il y a une passion évidemment et un émoi très fort autour de Notre-Dame, mais il y avait aussi évidemment des architectes, des urbanistes, enfin il y avait un monde fou qui était venu à ce débat et parce qu'il nous semblait intéressant que le Centre Pompidou discute en quelque sorte à distance de sa voisine Notre-Dame de Paris pour regarder justement ce qu'il en est des choix qui vont être faits en termes de rénovation. OK. Je ne sais pas si le PowerPoint est fini, Jean-Max, parce que moi, j'aimerais te voir plutôt que… Je ne sais pas si vous me voyez, mais est-ce qu'on pourrait revoir Jean-Max? Parce que là, moi, j'aimerais beaucoup pouvoir que Jean-Pierre Richer puisse discuter avec lui en vis-à-vis. Voilà, non? OK. Pendant que ça se règle, Jean-Max, il y a une question que j'aimerais vous poser, justement, suite à ce que vous venez de dire. Ici, en Amérique du Nord, on sent beaucoup la pression d'une certaine nouvelle censure, des safe space, de la rectitude politique qui fait beaucoup de progrès, qui font beaucoup de progrès, je dirais. Or, est-ce que vous sentez la même pression en France, du côté de Pompidou, de Paris? Ici, on est obligé de réfléchir à cela, de préserver la liberté universitaire à cet égard, de la chérir, de la défendre. Est-ce que du côté d'un grand centre de diffusion et d'exposition comme le Centre Pompidou, et principalement du côté de votre service, de la parole, vous sentez une pression à cet égard? Alors, je dirais que on peut la sentir dans l'espace des idées, quoi. On peut la sentir dans l'espace des idées. Il y a des crispations très fortes. Évidemment, il y a des débats il y a une sorte de zizanie qui règne aussi un peu et qui sont liés aussi qui est lié, je dirais, à tout ce qui se dit de manière intempestive sur les réseaux sociaux, etc., etc. Nous, de notre côté, je dirais qu'on essaye un peu d'y échapper parce qu'au fond, par exemple, on a fait un débat enfin, moi, je crois que j'ai finalement pas fait de débat sur la cancel culture parce que une autre fondation en a fait un, mais j'aurais bien voulu le faire. Mais au fond, on essaye, je pense, d'avoir quand même des lignes d'engagement au sein du Centre Pompidou. Et tout récemment, avec le directeur de notre département, qui est philosophe, Mathieu Pot-Bonneville, spécialiste de Michel Foucault, on a défendu auprès des présidents du Centre, l'ancien président et le nouveau, Laurent Lebon, qui vient du musée Picasso, cette idée d'avoir pour le Centre Pompidou des lignes d'engagement. Des lignes d'engagement qui traversent là aussi notre programmation et qui peuvent concerner la question du genre, la question des minorités, la question de l'écologie et du développement durable. Et au fond, voilà, ces questions, elles viennent naturellement. Moi, je ne sens pas une très grande pression. En tout cas, je fais tout pour ne pas la vivre. Et je dirais que ça se passe plutôt bien. Après, on est un lieu où les artistes eux-mêmes, je dirais, sont en prise avec ces questionnements. Donc, en fait, c'est assez naturel aussi de pouvoir poser des questions et de pouvoir faire émerger en quelque sorte ces débats. Oui, c'est des grands enjeux. Parlez-nous un petit peu, Jean-Max, de vos relations avec les universités. Il y a depuis quelques années beaucoup de relations entre le Centre Pompidou, votre service de la parole, et l'UQAM, à travers notamment des MOOC, des Massive Open Online Courses.
Dites-nous un peu comment s'envisage, de votre point de vue, vos relations avec les universités en général et avec l'UQAM en particulier. Alors, le centre a toujours entretenu des relations avec l'université, avec l'idée, au fond, et de plus en plus, je dirais, enfin, avec le fait que le Centre Pompidou, c'est aussi un lieu de recherche. C'est un lieu où les conservateurs qui travaillent sur des projets d'exposition, eh bien, voilà, sont en dialogue et en partenariat avec de nombreuses universités pour avancer dans leurs propres manifestations ou expositions. Et il s'avère que donc il y a un lien un peu naturel. Après, il est aussi important de faire valoir la dimension justement de recherche au sein du Centre Pompidou. La bibliothèque Kandinsky, par exemple, qui est une bibliothèque spécialisée dans l'histoire de l'art et qui est une des grandes bibliothèques et qui est la mémoire aussi, qui tient la mémoire des expositions du centre, mais qui a une bibliothèque qui va bien au-delà en termes de scientificité sur les questions d'histoire de l'art, sur les publications, etc., etc., eh bien, est une bibliothèque de recherche qui est pleinement inscrite dans le centre, à côté de la grande bibliothèque publique d'information, qui est elle-même aussi au sein du Centre Pompidou, parce que le Centre Pompidou, c'est un musée, c'est des salles de cinéma, c'est une bibliothèque, c'est des salles de spectacle et c'est des événements de parole. C'est vraiment cette pluridisciplinarité qui fait le projet du Centre Pompidou. Et donc, du coup, on a une bibliothèque publique qui accueille à peu près 4000 lecteurs par jour. Donc, c'est quand même assez important. Et donc, voilà. Donc, il y a évidemment des liens, il y a évidemment des collaborations qui ne sont pas toujours si faciles parce que, au fond, le centre revendique et les institutions culturelles aujourd'hui revendiquent de plus en plus leur autonomie, en quelque sorte, de recherche. Mais bon, les dialogues sont évidemment fréquents et importants. Pour le MOOC, ce qui nous intéressait, alors je peux dire aussi autre chose, c'est que du point de vue de la parole, moi, ce que j'aime bien faire quand on invite, quand on invite l'université, c'est un tout petit peu de la déplacer. C'est-à-dire, au fond, de la déplacer dans ses formes, de lui proposer, je dirais, en se disant, bon, quand l'université vient au Centre Pompidou, eh bien, c'est peut-être pas pour faire exactement ce qu'elle fait déjà à l'université. Ouais. Et je peux en parler moi-même, puisque je suis moi-même universitaire. J'ai enseigné plus de 20 ans à l'Université de Lille en lettres modernes, donc je connais très bien les formes et les usages. Ça ne veut pas dire du tout qu'on ne fait pas de colloques, on en fait à l'occasion de telles expositions. On en a eu un important sur l'histoire des femmes, dont l'intégralité est en ligne. On en fera un en juin sur une exposition sur l'Allemagne des années 1920 et la nouvelle objectivité. On aura un grand colloque international, donc on fait ces formes-là. Mais c'est vrai qu'en même temps, moi j'aime bien proposer en quelque sorte à des partenaires universitaires voilà, de se déplacer un peu, d'expérimenter des formes. Et ça, c'est un point, je dirais, d'attachement. Et au fond, quand on a voulu créer les MOOC, c'est-à-dire ces cours en ligne sur lesquels on n'était pas du tout expérimenté, hein, on voulait tenter cette expérience de faire des cours d'histoire de l'art en ligne, et on a opté pour la forme des MOOC. Et c'est vrai que très tôt, parce que j'avais été invité à l'UQAM, parce que j'avais été invité par Figura, par Véronique et par Bertrand Gervais, et qu'on avait l'occasion de se rencontrer à ce moment-là, quand j'étais encore universitaire, mais je commençais à être en mission auprès du centre, eh bien, j'ai vu, d'abord, on a tissé des liens d'amitié et de très bonnes relations. Et puis, voilà, je trouvais que d'une part, l'UQAM, c'était passionnant pour nous, parce que c'était en quelque sorte cette université, une des universités voilà, francophones qui pouvait marquer comme ça le fait que quand on fait un cours en ligne, on n'est plus physiquement au centre. Et donc, avoir l'UQAM en partenaire, c'était manifester en quelque sorte cette relation. Mais c'était aussi tout le savoir que Montréal développe sur les arts numériques, sur les cultures numériques, sur lesquelles vous êtes évidemment plus avancés que nous. Et au fond, c'était aussi l'idée de se lancer dans cette aventure, dans une aventure un peu innovante, un peu nouvelle pour nous. Et il nous semblait évidemment très intéressant aussi parce qu'on voulait faire école, parce qu'on voulait faire des MOOC, on voulait être dans une mission pédagogique de s'associer à une université. On était d'ailleurs déjà associé à Paris 8 et Paris 10 pour la création des premiers MOOC, mais très tôt aussi, on est allé vous proposer de vous y associer. Et par bonheur, l'UQAM est entré très vite dans l'aventure. Et Jean-Pierre, vous étiez un des premiers, avec Véronique, à en être tout à fait volontaire. Et je vous en remercie. C'est tout plaisir et tout bonheur.
L'UQAM, donc, est pour vous à peu près la première institution francophone hors de la France comme partenaire. En tout cas, une des premières. Non, je ne pense pas que ce soit l'une des premières, mais en tout cas, moi, vous voyez, je n'ai que 5 ans d'existence au Centre Pompidou, donc je ne peux pas couvrir la totalité d'une histoire du Centre. Non. Mais il me semblait qu'en tout cas, voilà, c'était assez naturel et au nom aussi de cette expérience pédagogique numérique, je trouve que vous aviez beaucoup plus de légitimité du côté de Montréal que nous. Voilà. Donc, c'était vraiment intéressant d'être en partenariat avec vous. Ben, c'est ça. Corrigez-moi, mais on a recensé quatre MOOC en art contemporain avec vous conjointement. Art en rue-geste, art en 4 temps, les verbes et c'est le verbe marcher avec Marie Fraser qui a été animé à partir d'ici avec vous. Un autre MOOC sur le pop art, des affiches avec Marc Chocot. Elles font l'art avec Thérèse Saint-Gelais qui a rejoint près de 48 000 participants à travers le monde. C'est une stratégie que vous entendez poursuivre? C'est un projet que vous souhaitez continuer avec nous, avec d'autres universités? C'est un peu la voie royale de la formation à distance que vous avez choisie? En tout cas, on fait beaucoup d'autres choses d'un point de vue pédagogique au sein du centre. On a des visites guidées, des visites pédagogiques et tout ça, etc. Mais il est certain que les MOOC, voilà, ça fait partie maintenant pleinement de l'offre pédagogique du centre. Et je dirais que le succès quand même très fort qu'on a pu avoir avec ces MOOC, puisqu'en effet, on est à plus de 50 000 aujourd'hui apprenants, comme on dit, et inscrits sur les MOOC, font que c'est le premier MOOC culturel francophone, le MOOC du Centre Pompidou, et je dirais de ses partenaires. Donc, une telle réussite fait que évidemment, on ne va pas l'abandonner en route, d'autant qu'au fond, le succès public montre qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent l'intérêt du MOOC, c'est rentré dans les usages. Et on a vu au moment du confinement, et avec la Covid, on a vu évidemment tous nos MOOC reprendre un regain de public, d'audience, de gens qui se reconnectaient, qui faisaient les MOOC. Et donc, ça a donné encore plus raison à ce projet pédagogique. Donc oui, on le continue et on est en train de travailler actuellement sur un prochain MOOC sur les relations entre art et écologie. Et je dirais que de ce point de vue, on a la chance, enfin vous avez la chance d'avoir parmi vous au sein de l'équipe de l'UQAM, vous avez l'historienne d'art Bénédicte Ramade qui travaille depuis plus de 20 ans sur ces questions et on est vraiment très heureux de croiser cette compétence très forte et ce qui fait qu'elle nous accompagne vraiment en profondeur sur la construction de ce MOOC en dialogue avec les conservateurs du Musée national d'art moderne, le musée qui est logé au 4e et 5e étage du centre et avec mes propres équipes du MOOC. Donc oui, on espère continuer l'aventure et voilà, on verra combien de temps on peut la tenir, mais en tout cas, on en est plutôt très, très heureux. On est très heureux de tout ça, oui. Ce dernier MOOC, c'est sur art et écologie, je crois, non? Le prochain qui sortira à la rentrée, Ouais. qui sera donc vers octobre, de octobre à décembre, pour ce MOOC qui est important parce qu'au fond, c'est l'histoire de donner des bases, de donner une sorte de socle commun d'éléments sur les relations entre art et écologie dans un moment où ce thème devient si important. Vous voyez ce que je veux dire? Ça correspond aussi Absolument. à cette question de ligne d'engagement dont on parlait tout à l'heure. Et donc, voilà. Oui, ça tombe à point nommé parce que, le monde, enfin, le climat est un peu sans dessus-dessous. On ne s'en va pas vers des jours faciles et l'art a un rôle très important à jouer dans ce dialogue entre les humains et leur environnement. Parlez-nous un peu du Parlement des liens, Jean-Max. Vous en avez fait un fer de lance, si je puis dire. J'aime pas tellement l'expression, mais un projet
de votre service et dont l'extension ici à l'UQAM est le campus des liens que Véronique Nocard a animé ici. Parlez-nous du Parlement des liens, car Alors, bien sûr, art et écologie, c'est un lien, mais il y a beaucoup d'autres liens qui sont nécessaires. On parle depuis très longtemps ici à l'UQAM d'interdisciplinarité, de plus en plus d'intersectorialité, de sciences transformatives ou transformationnelles. Parlez-nous un peu de cette magnifique initiative qui est le Parlement des liens. Alors, pour comprendre comment on en est arrivé au Parlement des liens, il faut dire aussi que au sein du service de la parole, moi, j'entretiens une passion assez forte, enfin un intérêt assez fou pour ce que j'appelle au fond les formes, les dispositifs de la parole, les displays de la parole, c'est-à-dire au fond les manières d'être ensemble. Les manières de comment on s'organise un parlement, comment on parle ensemble. Et de ce point de vue, il y a d'une part beaucoup de designers aujourd'hui qui s'intéressent à ces questions. Par exemple, le designer Olivier Vadreau qui lui crée des petits amphithéâtres, même parfois pour 5 ou 6 personnes, et puis aussi des dispositifs plus grands qu'on a déjà empruntés. On travaille, moi, donc on approche beaucoup de designers, d'historiens d'art. Et parmi vous, d'ailleurs, à l'UQAM, il y a cet étudiant qui s'appelle Benoît Jaudoin, qui est venu en stage chez nous, qui évidemment travaille aussi chez vous, qui a fait sa thèse chez vous et qui travaille spécifiquement sur les formes de la parole, avec lequel moi j'ai eu un dialogue très, très fécond et sur lequel on s'est vraiment rencontrés dans ce thème commun des formes de la parole. En ce moment, on travaille sur un projet complémentaire de l'exposition que j'évoquais au propos de la main des années 20, avec un programme en juin qui sera sur Berlin dans les années, enfin Berlin aujourd'hui. Et on a approché un collectif de designers et d'architectes qui s'appelle Raumlabor à Berlin, qui est en train de penser justement un dispositif pour faire cet événement, un dispositif qui intègre une scène, un écran, des places assises. Voilà. Enfin, moi, j'avoue que si je pouvais passer mon temps à ramener dans le Centre Pompidou des expériences, des dispositifs de parole et des parlements, des manières de faire le Parlement, ça m'intéresserait beaucoup. Cette réflexion, elle est aussi nourrie par des penseurs, et notamment par Bruno Latour, qui a proposé déjà des formes de Parlement, le Parlement des choses. Voilà, et c'est un philosophe très important pour tout le monde aujourd'hui, mais évidemment, ça c'est le français tout particulièrement. Et donc voilà. Et au fond, pour le Parlement des liens, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a des éditeurs qui s'appellent Les Liens qui libèrent, qui sont venus nous voir parce qu'ils étaient en train de publier un livre où ils avaient rassemblé une quarantaine d'experts, de chercheurs, d'universitaires, d'horizons très divers, et à qui ils avaient demandé de faire une petite notice, en quelque sorte, pour mettre des liens justement dans la société et entre les disciplines. Et puis, ils sont venus me voir pour me dire on aimerait bien faire quelque chose autour de ces liens, de ces liens entre les disciplines, et on va tous se retrouver dans une grande salle de conférence et on va parler à 40. Bon. Et donc, je leur ai dit non, on ne va pas faire ça, c'est pas possible. C'est compliqué. C'est compliqué, ça veut dire que chacun va avoir 3 minutes, ça va être et donc, je leur ai proposé cette forme du Parlement des liens que j'avais en tête depuis longtemps et qui est une forme très simple, mais en même temps un tout petit peu particulière. C'est l'idée que vous êtes dans un espace, vous avez un public qui vient pour écouter un événement, mais en fait, vous avez des tables, comme des tables de café, et puis au milieu de tous les gens qui sont là, il y a 2 personnes qui parlent, 2 experts, qui se parlent face à face à une table de café. Il n'y a pas de thème. L'idée, c'est, au fond, qu'est-ce qu'ils ont à se dire? Qu'est-ce qu'un sociologue des foules a à dire à un spécialiste de l'eau, par exemple? Voilà. Comment ils se parlent? Quels sont les liens possibles qui peuvent s'inventer entre ces disciplines? Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il n'y a pas de modérateur, il n'y a pas de journaliste pour cadrer la conversation. La conversation, elle dure 45 minutes entre eux. Ils ont comme objectif de se présenter l'un à l'autre pour rappeler au public qui écoute. Voilà. Et la particularité de cet événement qui était le Parlement des liens, c'est que du coup, ces gens parlaient librement à une table de café et le public, mais ils étaient en même temps, leur voix était captée et le public écoutait au casque. Le public écoutait au casque. Donc, il y avait une assemblée comme ça, tout à fait immobile,
répartis dans tout le forum du Centre Pompidou. Et il y avait 2 conversations qui se tenaient simultanément. Et au milieu, on voyait des gens qui agitaient les mains, tout ça. Et en fait, c'était juste les 2 personnes qui parlaient. Et donc, moi, je voulais depuis longtemps faire un événement comme ça où on pouvait avoir des conversations intimes dans l'espace public. Et je trouvais que ça assez passionnant de se dire, voilà, sans modérateur, sans cadre presque médiatique et tout ça, etc. Et puis d'essayer de voir, et je dois dire qu'il y a des rencontres qui ont marché, où le lien a fonctionné, mais il y a aussi des rencontres qui n'ont pas fonctionné. Il y a des rencontres où la relation n'était pas flamboyante, je dirais, entre les experts ou les intervenants. Et c'est ça qui était aussi intéressant, je dirais, la difficulté à faire lien, eh bien, était intéressante. Et je crois qu'en effet, au moment où on a des disciplines qui sont très spécialisées, dans des savoirs extrêmement pointus, eh bien, il était peut-être intéressant de vouloir justement remettre du lien, réinterroger les disciplines. Et au fond, je pense que Véronique pourrait mieux en parler, mais c'est ça qui a suscité l'envie de pouvoir de passer du Parlement des liens qu'on avait organisé au Centre Pompidou au campus des liens, c'est-à-dire est-ce qu'on peut travailler sur cette idée à l'échelle d'une université. Voilà. L'université où il y a différents départements, où il y a différentes disciplines, etc. etc. Et est-ce qu'on peut rejouer en quelque sorte ce dispositif des liens? Alors, nous, on travaille d'ailleurs sur un projet, mais je ne sais pas s'il aura lieu un jour, puisque la France est en ce moment capitale européenne pour l'Europe. On travaille sur un Parlement des liens européens. Voilà. Ça, ce serait peut-être pour juin à Bruxelles. Donc, on a d'autres. Voilà, il y a un projet aussi qui se fait de Parlement des liens citoyens dans le sud de la France. Donc, voilà, il y a plusieurs entités comme ça qui travaillent autour de ce modèle. Mais c'était une aventure passionnante parce qu'au fond aussi, on sortait à peine du Covid et puis après, on y est retourné dans le Covid. Donc, il y a eu une fenêtre en quelque sorte où on pouvait à un moment donné se rassembler. Mais comme vous écoutiez les choses au casque, eh bien, vous n'aviez pas besoin d'être collé contre les intervenants. En fait, chaque auditeur pouvait choisir son emplacement, pouvait choisir sa distance par rapport aux autres. On n'était pas serrés les uns contre les autres dans une salle. On avait toute cette liberté de mouvement qui fait que chaque auditeur pouvait être à la fois écouter la conversation et en même temps trouver sa place, se mettre à distance, se mettre plus près, etc. Ça n'avait pas beaucoup d'importance. Et je dois dire que ça, c'était assez passionnant de se dire, c'était peut-être un événement post-Covid, quoi. C'était l'événement de parole de l'après-Covid. Et donc, voilà, je trouve que c'était une aventure tout à fait marquante. En même temps, je dirais, on a réussi à le faire de manière presque accidentelle, parce qu'au fond, on tenait ce projet et puis on a réussi à le faire passer entre 2 gouttelettes de Covid. Ah, c'est magnifique. Je vais quand même dire un mot. Oui, j'aimerais. Moi, j'ai écouté plusieurs conversations et j'étais tellement enthousiasmée par ce dispositif que tout de suite, j'en ai parlé à Jean-Max en me disant mais ça doit migrer à l'UQAM. Et il m'apparaissait que l'UQAM était un lieu parfait où justement déjà cette transdisciplinarité est très forte ici, où nombre de collègues qui appartiennent à des disciplines différentes se parlent. Et ne pouvant faire, comme ce qui a été fait à Pompidou, cette écoute au casque, justement, on a pensé donc à faire ça avec Radio Choc, qui est partenaire, qui est à l'UQAM, qui est installé à l'UQAM. Et mon décanat, donc je remercie d'ailleurs, et mon département ont soutenu financièrement quand même la chose. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'à peu près tous les collègues que j'ai contactés ont tout de suite répondu présent et ont vu là comme une nécessité justement d'après-Covid, Jean-Max a bien raison de le dire, une espèce de faire lien à nouveau. Il y avait comme une libération là aussi dans cette parole, et une parole libre au sens où justement pas de modérateur, une rencontre. Et là, nous aussi, il y a eu beaucoup de rencontres fortes, mais il y a eu des rencontres beaucoup plus improbables, moins évidentes, mais voilà, ça a été une expérience passionnante. Et puis, j'invite les auditeurs et les auditrices à se brancher sur le campus des liens de Radio Choc, puisque c'est en ligne depuis maintenant 2 jours. Tous les jours, il
il y a des conversations qui sont ajoutées. Voilà, presque une trentaine de collègues, dont Jean-Max d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment un très beau projet qui est né de l'écoute du Parlement des liens. Oui, et Excellent. ce qui est remarquable au fond, et c'est ce que dit aussi Véronique, c'est la curiosité que génère en quelque sorte chez les universitaires, chez les experts, l'idée justement d'aller rencontrer une autre discipline de manière libre. Ça crée un peu de tremblement, voilà, mais parce que c'est pas forcément si évident. Mais en même temps, je crois qu'il y a la conscience très nette finalement, de ces liaisons. Et je trouve que là, voilà, du point de vue les sciences humaines aussi jouent un rôle, je dirais, important dans cette redistribution, c'est une manière non pas de superviser en quelque sorte ou de regarder de manière critique ou de manière supérieure en quelque sorte les autres disciplines, mais au contraire d'être peut-être dans une sorte de formation, de liaison. Je trouve que là, il y a aussi une position intéressante pour les sciences humaines par rapport aux sciences dures. Je trouve que c'est un moment évidemment intéressant et je pense on a besoin, on a envie. Et moi, je trouvais ça assez formidable de voir tel épidémiologue dire je veux rencontrer un tel, un tel, un tel. Il y avait une grande curiosité, une grande appétence oui, des intervenants pour justement être dans ces rencontres. C'est une grande joie. Moi, j'ai Et une été grande joie. étonnée de la joie des collègues après. Inquiets au début, mais c'est rare qu'on parle de joie, en fait. Donc, oui, vraiment, c'est une expérience à rejouer. Et entre un sociologue des foules et un spécialiste de l'eau qui se parlent sans modérateur, sans traducteur, ils réussissent à se comprendre sur quelque chose? Ben oui, faut réécouter les conversations, mais il y avait des choses vraiment, vraiment très intéressantes, parfois aussi très drôles. Euh, et, et bon, on est dans la vivacité d'une conversation. Et ce qui était assez passionnant, moi par exemple, je me souviens du débat entre la psychanalyse, enfin de la rencontre entre une psychanalyste et le paysagiste Gilles Clément et où soudainement, la psychanalyse disait au fond, on dit l'inconscient est structuré comme un langage, mais quand je parle avec vous, Gilles Clément, j'ai envie de dire l'inconscient est structuré comme un jardin. Et je trouvais ça absolument magnifique, parce qu'en plus, le jardin, c'est est-ce qu'on le coupe, est-ce qu'on le borde, enfin, est-ce qu'on le laisse le jardin à l'anglaise, enfin, soudainement, cette idée qu'aussi l'idée de l'inconscient comme un jardin, ça veut dire que ça pousse, ça veut dire que ça part aussi parfois dans tous les sens. Et je trouvais que c'était magnifique, ce déplacement, en quelque sorte, du mot de Lacan, du côté justement du paysagisme. Et c'était très beau de voir Gilles Clément rebondir en quelque sorte sur une psychanalyse du paysage, par exemple. C'était vraiment des choses qui étaient tout à fait inattendues et que moi, je n'avais jamais lu sous la plume de la psychanalyste en question. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est un magnifique exemple où la métaphore, justement, crée des déplacements. Il y a un mot qui revient souvent, de plus en plus souvent, je dirais, dans tout ce qui s'appelle programme de subvention de la recherche et de la création, c'est le terme d'audace, curieusement. Ben, ce n'est pas curieux non plus parce que, en fait, on a peut-être de plus en plus besoin de ces rencontres où se crée l'inattendu. Est-ce que vous croyez, et ma question s'adresse à vous, Jean-Max, mais aussi à vous, Véronique, est-ce que vous avez le sentiment que cette formule du Parlement des liens ou du campus des liens va créer des nouvelles avenues de recherche et de création? Ah ben, C'est difficile à dire, nous, il y mais a je des crois. propositions. Pardon, Jean-Max. Je t'en prie, Véronique. En tout cas, nous, il y a des propositions de projets qui ont émergé de certaines rencontres. Oui. De collègues qui ne se connaissaient pas, c'est ça qui est intéressant, et qui se sont dit, mais je ne comprends pas qu'on ne travaille pas déjà ensemble. Donc, ça, c'était fascinant. Un constat. Oh, et fascinant de voir à quel point, finalement, leur projet était voisins l'un de l'autre, alors qu'ils étaient dans des
disciplines diamétralement opposées. Et En tout cas, différent. tout à coup, Très éloigné. Elles apparaissaient différentes et, Ouais. pas opposées. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est justement ce déplacement du curseur où au départ, on se disait, mais d'où j'aime beaucoup le terme de Jean-Max de tremblement au départ. Il y avait un trouble, j'ai rarement vu mes collègues avoir le trac avant de prendre la parole, alors qu'on est quand même habitué à prendre la parole. Mais là, vraiment, ils étaient en terrain inconnu et ça se terminait avec « mais il faudrait qu'on se revoie, on pourrait travailler sur telle ou telle chose parce qu'on travaille finalement de manière pratiquement semblable. » En tout cas, c'est la pensée, c'est ça qui est intéressant. Il y a les moyens, mais la pensée, elle est plastique. Voilà, je ne sais pas ce que tu peux en dire, toi, Jean-Max. Mais... Non, il s'avère que moi, je pense que c'est plutôt comme une sorte oui, je ne sais pas si le Parlement des liens produira, je dirais, des choses, mais en tout cas, il se développe et je trouve qu'il se développe et ça développe l'idée en quelque sorte, mais c'est aussi un symptôme du moment. Et par exemple, moi, je dirige, enfin, je co-dirige la thèse d'une étudiante en recherche-création qui s'appelle Anna Ternon et qui justement essaye de croiser autour des questions de mémoire et de constitution du paysage mémoriel. Eh bien, elle fait se croiser une neurologue et une géologue spécialiste des eaux souterraines, etc. Et au fond, je trouve là, on est vraiment dans ces questions à la fois de recherche-création, mais aussi d'une artiste qui va se poser pour faire le lien entre les disciplines, qui va occuper déjà l'audace artistique, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ces deux sciences dures qui sont extrêmement spécialisées. Et elle ne va pas devenir ni géologue ni neurologue, hein, elle n'a pas fait les études pour ça, mais par contre, elle peut être à l'intersection de cet objet. Et je pense que voilà, ça, c'est quand même assez intéressant de voir émerger en quelque sorte aussi des configurations pour les rencontres, des configurations pour les liens, que ce soit par des recherches, que ce soit par des thèses, évidemment aussi, et que ce soit peut-être aussi par des événements, des aventures de ce type qui peuvent effectivement, qui vont forcément à un moment donné générer des rencontres et des productions ultérieures. Oui, puis ce qui est aussi magnifique dans ce projet, dans cette réalisation, c'est l'introduction de la spontanéité dans les sciences, dans les arts. Dans les arts, on connaissait déjà beaucoup la spontanéité, dans les sciences aussi, mais autrement. Et là, dans la rencontre des sciences, dans la rencontre des arts et des sciences, là s'introduit quelque chose comme la spontanéité qui n'est pas dirigée, c'est-à-dire qui n'est pas thématiquement dirigée, puisque vous ne proposez pas de thème. Alors, il s'impose, j'imagine, dans la conversation, des thèmes. Ils s'imposent d'eux-mêmes. Oui, ils s'imposent d'eux-mêmes. Mais après, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que les experts, les scientifiques, les universitaires qui étaient amenés à discuter auraient pu s'entendre sur un sujet récurrent qui était le manque de moyens, la difficulté de faire de la recherche aujourd'hui, l'orientation. Et en fait, ça n'a pas du tout été abordé. Et j'en suis plutôt très heureux parce qu'on n'était justement pas dans la plainte. On n'était pas dans le partage des contraintes et des soucis qui peuvent tout à fait exister, hein, je ne les nie pas, hein, voilà. Mais simplement, j'ai trouvé que justement, on était dans une recherche de liaison dans les disciplines mêmes, dans les objets de science, dans les façons de les approcher. Et ça, c'était assez passionnant. Alors, on avait fait une chose en plus au Parlement des liens, qui ne peut pas se faire à la radio, c'était évidemment, c'est qu'on avait, sur la proposition d'un commissaire d'un critique d'art qui était associé à la réflexion, Sébastien Pluot, on avait ajouté il y avait des personnalités, deux personnes qu'on appelait les lexicographes et qui notaient, des choses, des mots de la conversation.
Et on avait le grand écran du forum du Centre Pompidou sur lequel s'affichaient en quelque sorte les deux feuilles blanches progressivement remplies de mots et qui dessinaient un peu l'espèce de schéma de la conversation qui avait lieu. Et ça, c'était aussi très beau parce qu'on voyait soudainement des mots qui circulaient, des configurations, des flèches qui se tissaient. Enfin, c'était comme des diagrammes qui étaient pris. Et ça rejoignait complètement la spontanéité pour essayer de pointer en quelque sorte les points des liens quoi, qui se faisaient. Et je dirais que ça, c'était quand même très beau. Alors, je recommande du coup aux auditeurs qui vont écouter le lien d'avoir un petit papier et puis pour faire des gribouillis en même temps qu'ils écoutent la conversation et d'essayer de faire le schéma de la conversation qu'ils entendent, parce que d'ailleurs, ça permet de mieux entendre, de mieux écouter. Et puis, c'est un exercice très marrant d'essayer de tenir la page, c'est-à-dire de tenir une conversation à deux dans une page. Je trouve que c'est une manière assez intéressante de prendre des notes. Voilà. Tout à fait. Ouais. C'est de plus en plus une méthode qu'on utilise pour faire des projets de recherche interdisciplinaires ou intersectoriels. On gribouille, on schématise, on dessine, on est dans les graphiques, dans le graphique, et ça aide à penser souvent. Oui. Bien sûr, quand on sait dessiner la dialectique de Hegel, eh bien, on a fait un bon pas en avant, je pense. Absolument. Oui, tout à fait. La rétroaction aussi, les liens. On pourrait continuer comme ça très longtemps, Jean-Max. C'est toujours extrêmement agréable, une fois de plus, de se parler comme ça, même à distance. Véronique, avez-vous d'autres choses que vous aimeriez qu'on aborde? Non, pas du tout. Non? Merci à Jean-Marc. Je crois qu'il n'y a pas de questions ouvertes, je n'en vois pas. Et j'aimerais bien dessiner la parole de ce soir, mais ça ne sera pas possible. Par contre, ça a été une belle performance, je pense, de parole, cet entretien. Je tiens à remercier chaleureusement Jean-Marc. Si on doit le dire aux auditeurs, auditrices, il est très tard pour lui, donc vraiment merci. Et merci à Jean-Pierre Richet d'avoir donc animé Avec aussi plaisir. vivement cette conversation avec des questions tout à fait pertinentes à cette question de la parole. Donc voilà, je vais saluer tout le monde et remercier les auditeurs et les auditrices. Encore merci Jean-Max. Merci à vous, c'était très très agréable. vite et à très bientôt, oui. Merci Jean-Max. Au plaisir. Au plaisir, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.